Je suis né à Paris, donc j'ai vécu toute ma vie à Paris. Je suis né en mai 58. Et c'était un Paris un peu ancien, avec les vieux métros, les vieux bus. Et ça, j'ai toujours un peu cette nostalgie et puis cette vision de Paris. Ensuite, ce que je pourrais dire, c'est que par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui de l'enfance de jeunes homos, bon, j'étais un garçon qui suçait son pouce, des choses comme ça. Et j'ai quand même subi aussi tout ce qui a été révélé ces derniers temps, des abus avec des prêtres, enfin un prêtre, et des choses un peu incestueuses avec un oncle notamment. Et des événements comme ça qui ont été quand même assez marquants pour moi. Et en fait, j'ai eu aussi une sexualité précoce avec des hommes. Et ça a été aussi quelque chose que j'ai dû endurer un peu tout seul parce que j'ignorais tout de la sexualité et c'est pas avec ces pédophiles que je pouvais vraiment savoir ce qui m'arrivait. Et quand mes parents l'ont appris, j'avais une quinzaine d'années et pour eux, ça a été vraiment inconcevable d'imaginer que leur fils était homosexuel. C'était vraiment des années où tout était tabou, on n'en parlait pas. L'homosexualité était complètement inconnue en fait. Il n'y avait aucune info là-dessus, si ce n'est que c'était un malheur, que c'était pas possible quoi. Et donc je me suis retrouvé à devoir quitter Paris pour être un peu à l'abri de ces hommes qui tournaient autour de moi parce que j'habitais un quartier où il y avait Saint-Germain-des-Prés où c'était un quartier très homo où il y avait aussi des tapins et tout ça. Donc c'est vrai que j'avais peut-être besoin d'être un peu mis en retrait de ça, mais je me suis retrouvé en pensionnat dans une petite ville de Normandie où il n'y avait que des... Tous les pensionnaires, c'était des gens qui étaient du coin et qui n'avaient pas les ramassages scolaires, donc j'ai changé complètement de milieu et ça a été vraiment des années excessivement dures pour moi. Et en même temps, ça a été l'occasion de rencontrer aussi d'autres milieux et de m'ouvrir un peu, mais les premiers temps dans cette pension, en plus c'était des dortoirs, on était 25 par dortoir, avec jamais un seul instant d'intimité, un rythme vraiment quasi militaire, et c'était aussi, j'étais complètement déphasé parce que quand je rentrais à Paris, mes amis, j'en avais plus beaucoup, mes parents me surveillaient continuellement, il fallait absolument pas que tout ça se sache dans la famille, que c'était vraiment très 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 pesant. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, qui m'a donné aussi pas mal de force pour la suite. Heureusement, quand j'ai eu 17 ans, j'ai rencontré celui qui allait être mon compagnon. Et puis petit à petit, les choses se sont arrangées, j'ai pu reprendre un peu ma vie en main. Sauf que j'avais dû faire des études commerciales, j'avais passé un bac commercial, tout ça qui ne m'amusait pas du tout, la comptabilité, la gestion, alors que j'aurais voulu faire des études artistiques. Donc après avoir travaillé bon marché dans le commerce, je me suis retrouvé à me dire que je souhaitais apprendre à faire ce que j'aurais toujours voulu faire, de la peinture. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre des cours par la mairie de Paris, des cours de croquis de nu, des tas de trucs qui étaient assez passionnants avec des profs passionnants, et de travailler comme serveur au Diable des Lombards, qui était un restaurant qui existe toujours, mais qui était à l'époque vraiment une grande brasserie branchée avec beaucoup de personnel était homo, et donc ça a été pour moi une grande libération de me retrouver enfin dans un univers où j'avais pas à cacher les choses, où j'avais pas à inventer une fausse petite amie, où je pouvais être moi-même avec un patron qui était très tolérant. Et donc ça a été vraiment peut-être le début d'une existence plus heureuse. Alors l'événement le plus marquant, c'est certainement le décès de mon compagnon.
Moi j'ai été contaminé en 82, à une époque où on savait rien du tout, il y avait une espèce de rumeur par rapport à un cancer gay. On m'avait prélevé un ganglion parce que j'avais eu beaucoup de poussées ganglionnaires et on m'avait dit vous n'avez pas le sida pour le moment. Après avec mon ami on a refait le test en 85 et là ça s'est avéré qu'on était tous les deux séropositifs. On a quand même un peu fait un pas de côté par rapport à tout ce qui était proposé à l'hôpital, puisqu'il n'y avait rien qui fonctionnait, c'était plutôt très angoissant. Mais au bout de quelques années, bon, on a eu des zonas, et puis à un moment donné, Patrice a eu une toxoplasmose cérébrale qui l'a vraiment mis complètement par terre, il s'est retrouvé paralysé du côté droit avec de l'aphasie. Ça c'était en 92. Dans la foulée, moi j'étais hospitalisé avec lui, avec une toxoplasmose aussi, mais moins violente, et puis une tuberculose. Donc on s'est retrouvés pendant plusieurs semaines tous les deux dans la même chambre. Ça a été un moment assez extraordinaire aussi. On est ressorti un peu de l'hôpital pour un dernier été avec lui. On avait loué un petit gîte à côté de Mantes-la-Jolie pour que les copains puissent venir nous voir. Et puis en septembre, il a été hospitalisé. Et ensuite, on a réussi à mettre en place à la maison une HAD, une hospitalisation à domicile. C'était, je pense, un peu le début de ce genre de choses avec des réseaux ville-hôpital qui se mettaient en place. Et là, il a pu finir ses jours à la maison. Donc ça a été un moment assez fort parce que on habitait à Châtelet, on a un assez grand appartement où il y avait beaucoup de va-et-vient avec les amis, et donc on a pu partager beaucoup de choses ces dernières semaines avec lui. Et il avait une forme de sérénité parce qu'on avait pu rencontrer des maîtres bouddhistes tibétains, et pour lui, je ne sais pas pourquoi, ça avait été vraiment quelque chose un espèce de déclic très inspirant. Et il avait rencontré un maître qui s'appelait Kalu Rinpoche. Bon, c'était une assemblée de plusieurs centaines de personnes, mais il avait une grande confiance dans ce maître et qui l'avait beaucoup inspiré. Donc il y avait une photo de lui sur sa table de nuit. Il avait une forme de sérénité par rapport à ce qu'il entendait au-delà de sa propre mort. Et puis, il se trouve qu'on a vécu presque 20 ans ensemble, mais qu'on ne connaissait pas nos familles respectives. Donc, ça a été aussi un moment où j'avais rencontré un de ses frères quand même quelques années avant, mais j'ai rencontré ses parents dans les conditions vraiment de la fin de vie de Patrice. Et Patrice avait demandé à son frère, à son père, qu'ils prennent soin de moi, et ce qu'ils ont fait par la suite, puisque j'ai pu rester dans l'appartement qui était au nom de... mon copain était propriétaire de son appartement. Et puis j'ai souvenir aussi des dernières semaines, des dernières journées où il y avait un déclin comme ça, mais en même temps une atmosphère relativement paisible, même s'il y avait beaucoup d'angoisse, parfois aussi des moments de colère et de désarroi complet. Et puis en fait, la dernière nuit aussi, c'était un moment assez fort. Et il a pu partir chez lui serein. Donc ça, c'est vraiment peut-être le moment le plus fort de ma vie. Et par rapport au VIH aussi, c'est certainement... comme moi j'avais vécu près de 20 ans avec lui, après je me suis quand même retrouvé complètement seul, et même si je savais que j'allais mourir dans les 6 mois, au maximum dans les 2 ans qui suivaient, ça a été quand même
très 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 particulier, quoi. Vraiment le ciel qui me tombe sur la tête. Puis il fallait que je règle toutes les affaires, que je range tout, parce que mon idée c'était aussi que voilà, qu'après notre départ, les choses puissent être en ordre et le plus simple pour ceux qui allaient devoir gérer nos affaires. Et c'est vrai que cette sérénité qu'il a vécue, il y a une histoire aussi qui m'a vachement bouleversé, c'est qu'il avait demandé qu'il n'y ait pas de fleurs et de couronne à son enterrement. Il avait demandé qu'il y ait juste une rose jaune sur son cercueil, et donc c'était resté un peu un symbole assez fort dans cette famille, et pour moi aussi. Et un jour, je sais pas, 3 semaines peut-être après son décès, je devais aller ranger un box qu'il avait dans un autre immeuble et je ne trouvais pas les clés de ce box et j'y avais été avec des clés, ça n'avait pas fonctionné. Donc j'étais super en colère après lui et je me disais merde, il m'a pas laissé ses clés. Enfin, et je me suis retrouvé rue de Rivoli et il y avait énormément de voitures qui passaient, enfin, ça avançait. Et j'attends au feu, les voitures passent, tout ça, plein de gens attendent de chaque côté de la rue, et au moment où je me mets à traverser avec une quinzaine de personnes, et une quinzaine de personnes qui avancent face de moi, au milieu de la chaussée, une rose blanche posée comme ça, complètement intacte, pas du tout d'emballage, une rose magnifique, toute ouverte, toute belle, toute fraîche. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette rose, quoi? Et je regarde s'il y avait un livreur qui avait pu perdre cette rose, si quelqu'un avait pu perdre cette rose. Et donc j'ai vraiment senti que c'était un peu une espèce de signe comme ça, un peu rassurant, un peu comme s'il m'envoyait un message au travers de cette rose, quelque chose d'assez magique, d'assez apaisant, un joli geste, quoi, un joli signe. Et quelques jours après, je vais dîner chez les parents de Patrice, qui étaient aussi dans un grand désarroi, et ils m'ont dit on a été se reposer dans un hôtel, et pour pas avoir de coups de fil, pour être tranquille, on est parti incognito. Et en arrivant dans notre chambre, il y avait sur la table une rose jaune qui était dans un petit vase, et personne n'avait pu, au sein de cet hôtel, avoir eu la moindre information sur cette histoire. Et donc eux aussi, ils avaient eu comme ça une espèce de signe de leur fils, et ça les avait énormément bouleversés et rassurés et apaisés. Et Patrice est mort il y a une trentaine d'années, mais je rêve régulièrement de lui. Ça peut être 2, 3 fois dans une semaine, comme ça peut être moins, mais c'est toujours des rêves. Bon, moi j'ai vieilli, mais lui il est resté jeune dans ses rêves. Donc il arrive avec des bagages, on va déménager, on va agrandir ou transformer l'appartement, on retourne acheter un appartement dans le premier immeuble où on a vécu. C'est toujours des rêves comme ça, assez, assez beaux. Alors le présent en fait, j'essaie de simplifier ma vie en fait et de pas trop me culpabiliser, à ne pas en faire beaucoup et de pas non plus m'inquiéter pour l'avenir. Donc ça c'est un peu la ligne de conduite ces dernières années. Donc finalement les journées passent assez vite, les semaines aussi,
même si parfois j'espère que j'aurai pas trop d'obligations, en fait il y a toujours des tas de trucs qui arrivent. Donc depuis que j'ai un peu cet objectif-là de simplifier les choses, finalement c'est assez serein pour moi. Et puis ces derniers temps, au moment de l'arrivée des trithérapies, tout ça, je m'étais promis, comme j'avais survécu à ce désastre, d'un jour témoigner de ce que j'avais vécu avec des amis disparus dans le restaurant où j'ai travaillé. Il y a une dizaine de garçons qui sont morts du sida dans ce restaurant, et donc je m'étais dit un jour je raconterai leur histoire, d'où ils sont venus, comment ils ont vécu à Paris, qu'est-ce qu'ils ont fait au moment de leur maladie et tout ça. Et puis finalement, j'ai écrit ça, j'ai travaillé là-dessus à différentes époques, et puis il y a une dizaine d'années je me suis vraiment mis, et là je me suis aperçu qu'il fallait aussi que je raconte l'histoire de ce restaurant, la manière dont on travaillait. Et donc ça a pris la forme d'un récit qui m'a pris beaucoup de temps à rédiger pour que ce soit le plus juste possible, le plus vivant possible, le plus fidèle possible aussi à ce qu'ils étaient. Et donc, un gros travail, mais content de là où ça m'a emmené. Il y a quelque temps, j'avais été aidé avec un mec de aide, Fred Le Breton, qui m'avait conseillé, comme je ne trouvais pas d'éditeur, de l'auto-éditer, ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai finalement trouvé un éditeur. Et il est sorti il y a quelques semaines. Je vais vous le montrer, puisque c'est un très joli livre. Donc, ça s'appelle Les Anges des Lombards. En plus, je suis très heureux parce que Jane Evelyn Atwood, qui est une grande photographe que j'aime beaucoup, qui a photographié beaucoup d'exclus avec beaucoup de... pas du tout de voyeurisme, ni de... vraiment un point de vue sur les gens vraiment magnifique, a accepté de faire la préface parce que c'est une femme qui a été une des premières, la première à avoir un témoin de VIH, un malade du sida qui a accepté d'être photographié en Europe. Donc elle a pu faire des photos de ce garçon avec qui elle a passé les 3 derniers mois de sa vie, je crois. Et donc elle a fait cette préface et j'en suis vraiment énormément honoré et très touché. Voilà, c'est un livre dont j'ai énormément de jolis retours. C'est pas très gros, mais c'est très dense. Et j'ai surtout des retours de gens à qui ça permet dans les anciens, que ce soit des gens du milieu professionnel de la médecine, ou que ce soit des gens qui ont vécu ça de près ou de loin, que ce soit en ayant eux-mêmes été séropos, ou alors des gens qui ont côtoyé de près ou de loin des collègues, des gens de leur famille ou des amis. En fait, tout le monde, ça permet à tous ces gens-là de revisiter un peu ce qu'ils ont vécu et qu'ils avaient refoulé pendant pas mal d'années, quoi, de pouvoir aussi un peu... Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont, émotionnellement, ça leur a permis aussi de revoir ça et d'évacuer aussi un chagrin sur lequel ils avaient mis un peu un couvercle pour aller de l'avant. Et puis il y a aussi des jeunes générations qui n'ont pas du tout connu ces années-là, parce que moi je décris vraiment le tout début de l'épidémie, les 10 premières années. Pas les années qui ont été un peu plus connues, des années militantes, avec les grandes hécatombes, avec le début de prise de conscience aussi au niveau sociétal, puisqu'il faut rappeler que
le premier site d'action c'est 94, donc ça a quand même pris une douzaine d'années entre le début du sida et le fait que la société s'en empare, plus de 12 ans. Donc moi je décris vraiment le surgissement de l'épidémie, le tout début où on ne connaissait rien, où il n'y avait rien, où toutes les avancées étaient aussi parfois pleines soi-disant d'espoir, mais en même temps très anxiogènes, puisqu'il n'y avait aucun traitement. Donc voilà, j'ai réussi à faire ce témoignage. Ça a été quand même assez éprouvant de me replonger dans toutes ces années. Mais je suis heureux de l'avoir fait. C'est ma petite contribution aussi à la mémoire. Et voilà, je voulais que ce soit aussi quelque chose qui puisse rester. Quelque chose, puisque moi je considère que tous les grands événements traumatiques, en fait, c'est souvent les témoignages qui sont les plus intéressants, les plus vivants. Et malheureusement, ces premières années, elles sont peu témoignées, puisque les gens soit sont décédés pour la plupart, soit n'ont pas toujours le courage de s'y replonger. De toute manière, les gens qui ont survécu à tout ça, maintenant vieillissent et partent les uns après les autres.